lui non plus n'est pas tiède. Lui aussi suscite des controverses depuis plus de 40 ans, qu'il est au cœur du débat public. Il sort un nouveau livre, Solitude d'Israël, chez Grasset. On accueille Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir et bienvenue dans Quelle époque. Merci d'être là. Vous avez donc écrit ce livre, Solitude d'Israël, chez Grasset. Un essai court, désespéré, nerveux, c'est selon en fonction des chapitres. Juste après l'attaque terroriste du 7 octobre qui vous a laissé sidéré, qui a fait, on le rappelle, près de 1200 morts, dont 42 Français. Je rappelle aussi qu'il reste toujours 130 otages aux mains du Hamas aujourd'hui. Ce livre, vous l'avez écrit, vous avez commencé à l'écrire le 8 octobre. Après ce qui s'est passé en Israël, après cette attaque terroriste, vous avez pris le premier avion vers Israël. Vous partez immédiatement pour saisir l'événement, sa portée hors norme. Et vous écrivez, le 7 octobre, ce n'est pas un énième épisode de la guerre au Proche-Orient, mais pour vous, c'est un événement sans précédent, un événement total, absolu, qui change tout. C'est ça la thèse de votre livre ? C'est l'une des thèses, oui. C'est un événement qui change tout. C'est un pays entier qui vit une expérience de la mort imminente. Vous savez, on dit souvent ça, hein, near-death experience. Un pays entier qui sent que tout peut s'arrêter, que tout peut s'effondrer, que c'est un abîme qui s'est ouvert sous les pieds de chacun. C'est ma première impression. J'arrive là, en effet, le 8 octobre. Je vais très vite dans ces villes du Sud, à Sderot, dans les kibboutz massacrés, dans les kibboutz détruits, Kfar Aza, Be'eri, et je suis absolument stupéfié par l'événement, bien sûr, par ce qu'on me raconte, par les récits horribles les témoins de ces familles entières détruites, de ces corps démembrés pour ne pas qu'on puisse les reconstituer, de ces femmes qui ont été violées, qui ont été exécutées pendant qu'un autre les violait. Voilà, j'entends tous ces témoignages et j'entends en même temps une rumeur mondiale horrible qui fait que j'ai donné ce titre au livre. Les uns doutent, les autres discutaillent, les grandes organisations internationales comme l'ONU disent « mais attendez, c'est pas arrivé dans un vide, il y a un contexte. Est-ce que ce ne seraient pas les Israéliens qui l'auraient cherché ?» Pas tout de suite, Bernard-Henri Lévy. Les jours qui ont suivi, il y a quand même une vraie solidarité avec Israël, avec ce qui se passe. Écoutez, les organisations internationales, certainement pas. Les députés de la France insoumise en France, certainement pas. Dans les jours qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, vous avez des voix nombreuses en France, aux États-Unis, dans le Sud global, qui n'ont pas exprimé la moindre compassion. Mais cette solitude dont vous parlez, cette solitude d'Israël qui donne le titre, elle est voulue ou elle est subie ? C'est une solitude que Israël choisit ou c'est une solitude qui lui est imposée ? Attendez, qui choisit la solitude ? Vous avez déjà rencontré un pays, une démocratie, un petit pays. Israël, c'est un tout petit pays, récent, que le monde a concédé à un peuple de rescapés il y a 75 ans, sur un bout de terre, un peuple encore dégoulinant du sang qui avait été versé depuis des siècles et des siècles. Vous croyez qu'il choisit la solitude, ce pays-là ? Elle est évidemment imposée. Israël s'attendait. Moi, j'ai vu dans ces semaines-là, et puis je suis retourné depuis, les Israéliens sont sidérés de ne pas voir une solidarité internationale, des opinions, des humanistes totale face à ce qui leur est arrivé. Ce que ça change le 7 octobre, c'est que les Juifs du monde entier, qui se disaient tous au pire du pire, si la Shoah revenait, si les vents mauvais revenaient, si les nazis revenaient, on a Israël. Et depuis le 7 octobre, beaucoup de Juifs se disent « on va aller où ?» Ils se disent qu'il n'y a plus un endroit dans le monde où un Juif peut être tranquille, c'est ça ? Oui, je crois qu'il y avait cette idée chez tous les... dans l'inconscient, dans la tête de chaque Juif, même ceux qui ne connaissaient pas Israël, même ceux qui, au fond d'eux-mêmes, trouvaient que ce n'était pas une si bonne idée d'avoir fait un État
à majorité juive, il y avait cette idée que si le pire revenait, il y avait un sanctuaire, il y avait une zone sanctuarisée. Et là, c'est vrai qu'il y a eu brusquement l'idée qu'il n'y avait plus de sanctuaire, que la meute, les assassins, les gens qui violent une femme et qui la profanent et qui l'exhibent comme un trophée à l'arrière d'un pick-up, parce qu'elle est juive, que ça ne s'arrêterait jamais. C'est une drôle d'expérience tout de même qui a... Et comment vous expliquez que le plus grand massacre antisémite de notre siècle, comme a dit Emmanuel Macron, est entraîné la plus grande vague antisémite, notamment en France, mais partout dans le monde, sur les campus américains, etc. En France, on rappelle plus 1000% d'actes antisémites en 3 mois après le 7 octobre. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça vous surprend? Oui, ça me surprend et je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose de terrible. Je crois que un grand nombre de ces gens qu'on a vus défiler dans les rues, qu'on a vus bloquer la gare de New York, qu'on a vus défiler à Londres et faire en sorte que le centre de Londres soit quasiment interdit aux Juifs le samedi, ainsi de suite. Je crois que tout cela, au fond, ils se sont réjouis, quelque part. C'est affreux ce que je vous dis là, mais je finis par le croire. Ils se sont réjouis de voir enfin que l'on pouvait tuer tant de femmes, tant d'hommes juifs en si peu de temps et comme ça. Quand vous dites « ils », vous ne ciblez personne en particulier, ni une communauté en particulier. Ben, je cible des professeurs américains qui ont diffusé des vidéos qui ont été diffusées, hélas, presque autant que les vôtres, et qui se sont filmés en exultant, en disant que c'était le plus beau jour de leur vie. Je cible, encore une fois, des représentants du Parlement qui ont dit des choses atroces du côté de chez M. Mélenchon. Donc, je cible des tas de gens. Et ne parlons pas de toute cette partie du monde où on a dansé dans les rues, là, une partie du monde arabo-musulman. Donc, ça a été une vague mondiale. Il y a eu, en effet, un moment de sidération, et ce moment, il a été recouvert, effacé. Ou le silence même, et je vais peut-être me faire lyncher, mais où le silence même, enfin, que je trouvais moi fort silencieux et fort longtemps, du milieu féministe même français, qui a mis du temps voire pas encore. Mais elle ne l'a pas encore fait. Écoutez, il y a encore quelques jours, une quinzaine de jours, la fête des droits des femmes, le 8 mars, rappelez-vous ce qui s'est passé. D'abord, négociation interminable avec des représentantes de 2 collectifs de femmes portant le témoignage des femmes violées en Israël, négociation interminable pour savoir si on les acceptait dans le cortège. 2, on dit d'accord, on les acceptera, mais à condition que rien n'indique qu'elles aient le moindre lien avec Israël. Et une fois qu'elles y sont, on les sort. Et on les sort avec une brutalité. Et on les insulte. Et on les insulte. Et on ose dire, et aucune excuse naturellement de quiconque, Comment on explique ça? Ben, on l'explique par le fait que contre toute raison, et ça me désespère pas, mais c'est bouleversant en tout cas. C'est bouleversant. Cet événement-là, qui aurait dû susciter une solidarité sans faille, qui aurait dû faire que tous les amoureux de la liberté, de la démocratie, etc., se tiennent au-devant d'Israël, ça a déclenché l'inverse. Alors, on va essayer de comprendre, et puis on va vous poser aussi des questions sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque vous avez une défense qui est quasi inconditionnelle de ce que fait Israël depuis. Mais je voulais absolument vous laisser poser les termes du débat sur cette solitude d'Israël et sur ce que vous avez ressenti. Natacha Polony d'abord. Il y a une dimension de terrorisme islamiste abject et ultra-violent dans le 7 octobre. Mais. Oui. Allez-y. En effet, il y a un balancement. Il y a un balancement. Il y a une population qui vit dans une enclave, privée d'électricité, d'eau, privée de tout, et surtout privée du droit. Du droit depuis 1948. Il y a en Cisjordanie des gens qui n'ont pas voté pour le Hamas, c'est-à-dire pour un mouvement islamiste terroriste, et qui sont privés de leurs terres.
qui sont attaqués par des colons violents qui les chassent de chez eux. Ce que vous décrivez des mouvements, vous mêlez des mouvements qu'il y a eu après l'attaque du 7 octobre et qui vous ont choqué. Il y en a eu qui ont été profondément choquants. Il y a eu, vous avez raison, des cris de joie, des danses qui étaient atroces. Il y a eu en effet un silence des mouvements féministes qui est inacceptable. Mais dans ce que vous décrivez, vous mêlez cela avec des mouvements et des manifestations qui étaient contre la riposte d'Israël et le fait qu'elle se fait contre des populations civiles qui sont en train de vivre un cauchemar et qui ne sont pas complices du Hamas. Ce n'est pas parce que le Hamas, et on pourrait parler de l'élection qui l'a porté au pouvoir, ce n'est pas parce que le Hamas a été élu que ces gens méritent cela. Donc il faut que le droit international puisse prévaloir. Ça s'appelle des crimes de guerre, de bombarder une population civile, de la priver d'électricité, d'eau et de médicaments. Alors, l'attentat du 7 octobre, qui est un attentat terroriste abominable, qui, moi, m'a remué les tripes au plus profond de moi, eh bien, je pense qu'il doit être pensé dans ce qu'il est, mais que si on s'interdit à côté, et j'aurais adoré que vous soyez capable de dire cela, si l'on s'interdit de dire que la situation des Palestiniens est tragique et qu'ils vivent une injustice, alors on nourrit une haine d'Israël dangereuse, très dangereuse. Ça fait 50 ans que je dis que la situation des Palestiniens est tragique. C'est pas aujourd'hui. Ça fait 50 ans que je le dis, y compris dans le livre. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'a rien à voir avec la Cisjordanie. Vous croyez vraiment que le chef militaire du Hamas, Yahya Sinwar, ou son chef politique, Haniyeh, qui est à Doha, dans sa maison luxueuse, vous pensez qu'ils avaient en tête les droits légitimes du peuple palestinien ? Vous croyez vraiment qu'ils avaient dans l'idée de faire avancer la cause palestinienne ? Natacha Polony, ils s'en moquent. Les deux choses n'ont rien à voir. Gaza, c'est l'invasion d'un pays démocratique. C'est même pas, oublions même qu'il s'agit d'un pays à majorité juive. Une invasion comme il ne s'en est jamais produit. Bernard-Henri Lévy, pardon. Je vais vous poser une autre question pour aller dans la continuité de ce que dit Natacha Polony. Parce que ce que vous dites sur Israël, ce que vous dites sur le 7 octobre, tout ça est recevable. Mais c'est vrai et totalement entendable, et vous avez raison de l'écrire. Je vais même aller jusque-là. Mais c'est vrai que depuis, et moi je vous ai écouté ces derniers jours, vous avez du mal, on a l'impression que vous avez aussi un peu du mal à parler du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou, qui est allié à l'extrême droite, à des ministres qui disent on va chasser les Palestiniens de Gaza, on va reconquérir Gaza, d'un gouvernement de Netanyahou qui, depuis 10 ans, a envoyé 700 000 colons en Cisjordanie et pas à Gaza. Je vous ai entendu dire oui, il faut attaquer Rafah, puisque aujourd'hui, même les Américains qui soutiennent inconditionnellement Israël disent il ne faut pas lancer cette opération à Gaza. Et Netanyahou disait encore hier que ça, avec ou sans les Américains, on va le faire. Et vous dites, ils ont raison de le faire. Sur ce point, ils ont raison. Ils ont raison d'aller taper Rafah. C'est-à-dire que là, vous avez des villes qui sont rasées. En fait, ma question est la suivante. À partir de combien de morts civiles, à partir de combien d'enfants tués en Palestine, à Gaza, vous trouverez ça acceptable de demander un cessez-le-feu? Je trouve ça déjà inacceptable. Mais là, vous parlez de deux choses différentes. Qu'est-ce qui est inacceptable, pardon ? La mort des enfants. La mort des enfants innocents, c'est inacceptable. Qu'ils soient palestiniens ou qu'ils soient israéliens, c'est évidemment inacceptable. Mais est-ce que vous savez pourquoi, par exemple, aujourd'hui, la bataille de Rafah n'a pas lieu ? Qu'est-ce qui retarde cette offensive sur Rafah ? C'est pour que les civils soient évacués, pour leur donner des safe haven dans le centre de Gaza, pour qu'ils soient hors des combats. Voilà. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Alors évidemment, ça ne marche pas. La guerre, Christophe de Chavannes, c'est de toute façon quelque chose d'abject. Toujours. Il faut que ça s'arrête le plus vite possible. Mais dans cette guerre-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les Israéliens ont tenté, ils ont ouvert des corridors humanitaires dès le début, sur la route Salah Adin, ils ont escorté Jusqu'au sud.
Bah oui, jusqu'au sud. Et maintenant, en effet, il faut les qui a été ramener du bombardé. sud. Mais évidemment que c'est pas supportable. Et maintenant, il faut ramener les mêmes du sud au nord. Et ce que je peux vous dire en revanche, parce que ça, je l'ai vu et je le raconte, ce que je peux vous dire, c'est que l'armée d'Israël déploie des efforts, mais considérables, que je n'ai pas vu déployer dans des précédentes guerres que j'ai couvertes dans le passé pour éviter les victimes civiles. Aujourd'hui, Bernard Henley Lévy. La vraie question aujourd'hui, c'est que si en effet la communauté internationale, ses alliés, contraignaient Israël à arrêter cette guerre, quelle est la conséquence? Le Hamas sauvé. Non seulement sauvés, puisque tous ces derniers bataillons, ces 4 derniers bataillons sont repliés à Rafah. Non seulement sauvés, mais sortant de leur tunnel, auréolés de la triple gloire du martyr, de la résistance et de la victoire. Ça veut dire que dans la future autorité palestinienne qui va gouverner Gaza et la Cisjordanie, vous aurez un Hamas, quoi qu'on en dise. Il changera peut-être de nom, comme les organisations d'extrême droite en France quand on les interdit, mais il aura une position prédominante. Et ça veut dire 2 choses. D'abord qu'il y aura d'autres 7 octobre, parce que c'est ce que le Hamas a promis. Le Hamas a dit, ce n'est qu'un prélude, il y en aura d'autres. Et ça veut dire, deuxièmement, qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Tant que le Hamas sera aux commandes, tant qu'il pourra crier victoire. Et Benyamin Netanyahou, il veut un État palestinien? Mais c'est la question. Le gouvernement aujourd'hui en Israël, ils veulent un gouvernement palestinien? Ils veulent un État palestinien? Mais probablement pas. Mais l'avantage des démocraties, Léa Salamé, c'est que Benyamin Netanyahou, il n'est pas éternel. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, personne n'a jamais. Et quant au ministre d'extrême droite dont vous me parlez, vous m'avez bien lu, je le sais, j'évoque cela. Je dis même que leur nom m'écorche la plume. Mais j'attire votre attention, il y a un cabinet de guerre, mot horrible, mais c'est comme ça les guerres, qui mènent cette guerre. Ils n'y sont pas, ils en sont interdits. Et c'est même pas Benyamin Netanyahou qui mène seul cette guerre. Ils sont 3. Et dans les 3, il y a le principal opposant à Netanyahou. Mais là, vous avez aujourd'hui toutes les chancelleries occidentales, tous les Européens et même les Américains, pour la première fois, ils ont changé d'avis la semaine dernière, qui disent il ne faut pas taper Rafah. Expliquez aux gens qui nous écoutent qu'Israël a raison contre tout le monde aujourd'hui d'aller taper Rafah. Écoutez, je pense que, vous savez, je connais j'ai un peu réfléchi en effet à tout ça. Là, on est dans une situation assez analogue à ce qui s'est passé il y a 20 ans, quand les Américains ont été frappés sur leur sol 11 septembre par une attaque terroriste géante. Ils sont allés chercher Ben Laden en Afghanistan. Okay, ils ont déclenché une guerre avec une coalition nombreuse autour d'eux. La France, ils sont allés après le Bataclan, laissez-moi parler, après le Bataclan, Charlie Hebdo, l'hypercachère, ils sont allés chercher les responsables dans leur forteresse, c'est-à-dire à Mossoul et à Raqqa. Très longue guerre. La bataille de Mossoul, j'y étais, je l'ai filmé, et donc quoi, j'en ai fait un documentaire. Pardon ? Sur Rafah. Eh bien, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez le souvenir que quand les Français, entre autres, menaient la bataille de Mossoul, quand les Américains, entre autres, menaient la bataille d'Afghanistan, est-ce qu'on leur a dit « touchez pas à Bora Bora, ne touchez pas à Kandahar, ne touchez pas à Mossoul, cessez le feu, faites un accord ». Est-ce que vous vous souvenez que quiconque ait osé demander que l'on fasse un compromis, un cessez-le-feu, un accord durable. Aujourd'hui, tout le monde avec le Hamas. La France a refusé de participer à la guerre que menaient les Américains en Irak, au nom justement du fait qu'ils avaient été attaqués et qu'il fallait répondre et que Saddam Hussein aurait eu des armes de destruction massive. La France et d'autres pays européens ont refusé, justement parce que ça a fait 450 000 morts civils. Vous ne m'écoutez pas, je ne parle pas de cette guerre-là, je vous parle de 2015. Je vous parle de celle-là, Bernard. Mais la guerre de 2003, je l'ai condamnée. Je vous parle pas de ça, je vous parle du Bataclan. Je vais attendre que vous ayez fini et après j'expliquerai. Je vous parle du Bataclan, de Charlie Hebdo, d'Hypercacher. Et revenons au Proche-Orient. Et d'une organisation terroriste qui s'appelait l'État islamique. À l'époque, ça a été horrible. Mossoul, il y avait des victimes civiles. Il y avait une ville qui est un joyau de l'humanité qui a été rasée. C'était horrible. Personne ne demandait que l'on fasse un cessez-le-feu avec Daesh. Ou alors, oui, humanitaire. Ça, je suis évidemment favorable. Un cessez-le-feu pour faire passer l'aide ou pour libérer les otages israéliens, dont plus personne ne parle d'ailleurs, bien entendu, mais les laisser au pouvoir, je pense que ce serait une faute morale pour les démocraties. Natacha, rapidement. Juste avant, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Zoé qui n'a rien dit depuis le début? Le pauvre.
Natacha, rapidement. Allez-y. Très rapidement, dans l'histoire récente, ce qui a détruit systématiquement les processus de paix et donc la possibilité de faire cesser cette horreur entre Israël et les Palestiniens, ceux qui ont torpillé les processus de paix, c'était les intégristes des deux côtés. Et ce ne sont pas des islamistes qui ont tué Yitzhak Rabin, c'était un intégriste juif. Et donc, il faut sortir de cette logique où finalement le pouvoir actuellement est aux extrémistes. Or, le système, alors on va pas, j'ai pas le temps d'expliquer, le système électoral israélien qui donne le pouvoir et qui donne un poids délirant par la proportionnelle intégrale à des intégristes, mais ce qu'est en train de faire Benyamin Netanyahou ne mérite pas un soutien inconditionnel. Pourquoi ? Parce que ça nourrit la haine. Et parce que vous êtes en train de fabriquer des générations de soutien du Hamas. Oui, je vous dis vous, parce que vous expliquez que tout cela est normal et qu'il faudrait aller taper Rafah en plus sans vous rendre compte que ce que vous craignez, à savoir le renforcement du Hamas, il n'arrivera pas du fait qu'on arrête ce massacre, mais au contraire du fait qu'on le maintienne, ce qui crée de nouveaux combattants. Il faut au contraire stopper cela, donner à des peuples qui ont un droit, eh bien, le droit qu'ils méritent, d'autant plus que ce non-respect du droit international. Mais de quoi vous parlez de non-respect du droit international? Pardon, pour l'instant, on n'est pas dans le non-respect du droit international. Terminez, puis vous répondrez. On est dans une invasion sans précédent par des mecs qui arrivaient à 3 sur des motocyclettes, par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international. Oui, lorsque le Hamas sera en effet brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas. Alors là, naturellement, il faudra parler de ce qui se passera après. Et il faudra parler d'une solution politique raisonnable et juste pour chacun. Mais ce n'est pas le moment. Pour l'instant, vous avez des familles endeuillées. Vous avez des familles d'otages qui défilent tous les samedis. Bernard-Henri Lévy, pardon, je vous repose ma question. Jusqu'à combien de morts civiles vous jugerez les choses acceptables? Jusqu'à combien de morts civiles? Parce que il y en a 25 000, là je ne vous donne pas les chiffres du Hamas, je vous donne les chiffres du Pentagone. Il y a, je ne vais pas donner de chiffres parce que vous allez me dire c'est les chiffres du Hamas, mais vous le savez, vous convenez qu'il y a des milliers d'enfants qui sont morts déjà depuis 5 mois côté palestinien. À quel moment vous direz, comme Anne Sinclair qui dit, il y a des moments où il faut dire qu'il faut que ça s'arrête? Je ne vais pas répondre à votre question. À combien d'enfants? C'est de la comptabilité macabre, ça. Évidemment que je ne vais pas répondre à cette question-là. Alors, je pense qu'il faut que cette guerre s'arrête. Il y aura un moment où il faudra arrêter la guerre. Pour que cette guerre s'arrête le plus tôt possible. Pour que cette guerre s'arrête, il y a une manière. C'est faire disparaître le Hamas. Demain, c'est que le Hamas rende les armes. Et pour que le Hamas rende les armes, il y a une solution assez simple. Le Hamas est une marionnette. C'est une marionnette entre les mains d'une poignée d'États parrains. Le Qatar, l'Iran et d'autres. La guerre s'arrête demain si les Qataris, au lieu de faire les hôtes de discussions formelles, bien élevées, s'ils les poussaient à rendre les armes. Là, la guerre s'arrête instantanément. Natacha, d'un mot. Puis je n'ai pas pu terminer mon raisonnement de tout à l'heure, j'aimerais donc le terminer, à savoir que cette position est éminemment dangereuse parce qu'elle est en train de montrer au monde entier que vous utilisez le droit international et que l'Occident utilise le droit international à son propre profit et à géométrie variable, de telle sorte que, en effet, ce qu'on appelle le Sud global est en train de considérer qu'on peut s'asseoir dessus sur le droit international puisque les Occidentaux s'asseyent dessus. Et je ne vois pas en quoi aller enfreindre le droit international, que ce soit en Libye, où on a aujourd'hui des marchés aux esclaves. Excusez-moi, j'étais au Darfour en 2007, que quand le Soudan... En Irak, pas ensemble, pas l'un sur l'autre. Et que ce soit maintenant
à travers ce qui se passe à Gaza, je ne pense pas que ça améliore. Le Sud la paix global du n'a monde. pas attendu Israël. Bon, mais j'ai compris. Allez-y, répondez. On respectera Natacha le Polony, droit, j'ai compris. le Mais droit des permettez-moi de vous répondre une Palestiniens chose à simple. vivre sur leur terre et à être traités autrement que comme des sous-hommes. Le Sud global n'a pas attendu Israël pour s'asseoir sur le droit international. Le Sud global n'a pas attendu une éventuelle opération à Rafah, après d'ailleurs une probable évacuation des civils, pour perpétrer le génocide au Cessez de donner Rwanda, des leçons pour au monde perpétrer un probable génocide au Darfour, pour entretenir des guerres au mépris du droit, au mépris des frontières dans toute une partie de l'Afrique. Vous croyez que le Sud global découvre aujourd'hui qu'il y a une supériorité morale on a le qui droit autorise d'enfreindre le droit à regarder international les et morts de à massacrer. l'étranger. Je vous en supplie, pas l'un sur l'autre. ensemble. Vraiment, ça marche. Les gens ne comprennent pas si vous parlez l'un sur Alors, l'autre. je C'est dis- impossible. Oui, mais enfin bon, en même Je temps, dis- je pense qu'il y a un léger, déficit de temps de parole qui ne permet pas de répondre à. Oui, mais là, autant c'était pas un de débat. flot. On le recevait pour son livre, D'accord. Natacha, vous le saviez. Ça s'appelle Solitude d'Israël. Vous donnez votre point de vue, Bernard-Henri Lévy. Vous ne faites pas l'unanimité. Ça, vous le savez, et depuis longtemps. C'est un point de vue que vous défendez. Vous parlez de cette solitude d'Israël, vous parlez de la montée de l'antisémitisme, vous parlez de l'âme juive également dans ce livre. Vous citez des écrivains, vous citez des hommes politiques, vous parlez de Lévinas, de Romain Gary, d'Albert Cohen, entre autres. Bernard-Henri Lévy, Natacha Polony, le grand photocall de la soirée. Les questions que vous avez à poser à, s'ils étaient en face de vous, Benyamin Netanyahou, quelles questions vous lui poseriez? Quelle question je lui poserais Il a connu, comme moi et sans doute mieux que moi, David Ben Gourion, Menahem Begin, Shimon Peres et d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait de l'héritage de ces illustres pionniers? Qu'en a-t-il fait? Voilà. Ouais. Non. Il leur a été infidèle. Voilà. Natacha Polony, une question à Benyamin Netanyahou. Moi, je lui demanderais s'il a l'intention un jour d'assumer réellement ses responsabilités, et elles sont très, très, très lourdes. Yahya Sinwar, vous en parliez, c'est le chef du Hamas, l'actuel chef du Hamas, l'homme que les Israéliens recherchent absolument à 100%, c'est lui. Une question. Une question. Il y a une chose qu'on sait peu, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, il a eu un cancer du cerveau. Et il a été opéré dans un hôpital israélien, il a été sauvé, l'hôpital de Beersheba. Yahya Sinwar a été sauvé par des médecins israéliens. Alors ma question, ce serait de lui demander s'il lui arrive de penser à ces médecins israéliens qui lui ont sauvé la vie et dont il est en train de détruire et dont il a fait violer les femmes, les filles et les sœurs. Natacha. Je ne suis pas sûre, hélas, qu'il y ait quelques questions à poser à quelqu'un qui, en effet, est un idéologue pur et violent. Zelensky, une question. Une question rapide, s'il vous plaît. Comment il fait pour tenir Comment il fait pour résister Natacha Polony. Comment il voit la suite et comment il veut y participer. Poutine. Poutine, je ne sais pas si j'aurais une question à lui poser. Personnage... Si, j'ai une question tout de même. On sait, vos consoeurs et confrères savent que Moscou, le Kremlin, ont reçu le Hamas avant le 7 octobre, qu'ils ont reçu le Hamas après le 7 octobre. Donc ma question, ça serait, depuis combien de temps il était au courant du pogrom du 7 octobre? Combien de temps avant il était informé? Vladimir Poutine. Pourquoi seulement 87%? Ah oui, c'est vrai ça. C'est décevant par rapport à Stéphane Bern, je suis déçue. Allez, rapidement, Donald Trump, une question. Quel dossier Poutine a-t-il sur lui pour qu'il se montre aussi faible avec la Russie? Donald Trump, en 2016, paradoxalement, a fait du bien à l'Europe en étant élu, puisque les Européens se sont enfin aperçus que les Américains n'étaient pas forcément nos amis. Je crains que cette fois-ci, ça ne se joue pas de la même manière. Donc c'est difficile de lui poser une question parce qu'il risque d'être un facteur de déstabilisation gravissime. Allez, rapidement, Emmanuel Macron, une question l'un l'autre. Bernard-Henri Lévy. Une question, un espoir en tout cas, c'est qu'il tienne bon dans son attitude anti-munichoise, malgré les attaques, les colibés, etc. Une question à Emmanuel Macron, Natacha.
Là aussi, j'aurais envie de lui. J'ai conscience de la responsabilité qu'il y a. Et c'est difficile de poser une question à un homme dont on se demande exactement quelle est sa ligne et en quoi il croit, puisqu'il en a tellement changé à un moment aussi difficile et aussi terrifiant. Marine Le Pen, Bernard-Henri Lévy. Marine Le Pen, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, vous vous prétendez patriote, comment ça se fait que chaque fois que votre patrie est en guerre, ou en tout cas dans une opposition frontale, Bachar el-Assad en Syrie, autrefois Kadhafi en Libye, et aujourd'hui Poutine, comment ça se fait que vous prenez toujours le parti des ennemis de votre patrie? Natacha, une question à Marine Le Pen. Visiblement, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de son parti qui sont en train déjà de se partager des postes. Quand on regarde pourtant son programme, et il faudrait le regarder véritablement, ce n'est pas le programme social qu'elle prétend. Je pense que... Est-ce qu'elle a conscience qu'elle risque de ne pas faire beaucoup de bien au pays? Alain Delon. Alain Delon, je lui dirais que je n'ai pas oublié ce que je lui ai promis un jour, il y a 20 ans, sur une falaise au-dessus de Tanger, sur la colline de la Vieille Montagne. Je n'ai pas oublié cela. Et on saura pas comme quoi. Non, et comme je sais qu'il nous écoute ce soir, je voudrais qu'il entende ça, que je n'ai pas oublié La promesse. la promesse que je lui ai faite. Oh là là, on a envie de savoir ce que c'est. Ah oui. Donc, on n'aura pas. Demandez-lui. C'était peut-être de Ou à, chanter... ou à Anouchka. Peut-être de chanter la fameuse chanson Alain Delon. Non, Natacha, vous avez une question à Delon? Oui, on a un dossier dans le nouveau Marianne, ça s'appelle « Comme Alain Delon pourrissait la vie de vos héritiers ». Donc il y a toutes les manières de mettre le bazar entre ses héritiers. Est-ce qu'il y a pensé? Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il en avait conscience? Alors, une question. Alors vous, c'est vous seul à Ariel Dombal. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bon, j'espère qu'elle m'aime toujours, et autant. Une question à Perico Légas. Alors pour le coup, ça pourrait être qu'est-ce qu'on mange ce soir Mais, est-ce qu'on va continuer à aimer longtemps les beautés de la vie? C'est joli. Une question de Bernard-Henri Lévy à Bernard-Henri Lévy. À quand le retour au roman? Voilà. J'ai écrit des romans il y a très longtemps, ça fait bien longtemps que j'ai un roman en chantier. J'adorerais prendre le temps d'écrire un roman. Question Natacha Polony à Natacha Polony. Est-ce que tu réussiras à te dire que tu as été un peu utile? Solitude d'Israël chez Grasset. Merci Bernard-Henri Lévy, vous restez avec nous. Philippe Cavrivière va nous rejoindre. Et on va parler, on dira encore un mot sur votre nouvelle formule et sur les menaces sur Emmanuel Macron. Philippe Cavrivière, bien sûr, le Phil-Paul. Ça va mon Philou? Bonsoir. Ça va Oui. l'ambiance? Oui, mais écoutez. Dis donc, j'en ai connu des ambiances plombées, mais là, je vais mouiller la nuque avant de commencer. Ouh là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Alors, on a eu de l'inceste pour commencer, on a eu du cancer, de l'antisémitisme et des massacres. Les gens vont sortir avec une patate. Oh! Oui, je savais que Ah c'était... là là. À un moment donné, j'ai cru que ça allait partir en queue leu-leu. Je me suis dit, lequel de Natacha ou de Bernard-Henri va prendre la tête de la queue leu-leu? Non. Alors, vous n'avez pas vu, mais moi, je regarde les plans. Il y a Zoé, elle vous regardait, elle dit, c'est quoi ce monde? Zoé, elle va aller voir sa mère en sortant, elle va dire, dis donc maman, en fait, pourquoi tu m'as mis au monde, en fait? Parce que je vois pas trop l'intérêt. Si je fais un spectacle de stand-up, pensez à... Je vais vous prendre en première partie parce que vous avez un talent pour me chauffer la salle. Je suis désolée. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Ouais. On a eu un problème d'étanchéité sur le plateau, là. On va refaire... on a une petite infiltration d'eau sur nos trois copines. Ça a beaucoup pleuré, là. Oui, oui. Non, mais c'est une très belle émission. Voilà. Très belle émission. Ça, c'est ce qu'on veut voir à la télé publique. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière l'émission.
Mais vous n'avez pas regardé? Vous avez bien fait. Parce que nous, on l'a regardé, on l'a fait, même on avait un peu honte. C'était pas dingue. La semaine dernière, c'était comment dire? C'était nombriliste. Voilà. C'était nombriliste parce que Léa reçoit des gens comme ça, des invités super, hein, pour parler de leur carrière, de leur promo. Et en fait, elle s'en fout. Elle nous raconte sa life, en fait. Regardez. Moi, c'est mon chanteur préféré de tous les temps. J'étais amoureuse de lui quand j'avais 15 ans. Voilà, en tout cas, on comprend, Léa, que vous ayez besoin de parler, parce que c'est pas évident. C'est pas évident pour vous en ce moment. On connaît la question que vous vous posez tous les matins, c'est est-ce que je préfère mon mec ou les interviews politiques? Parce que, voilà, Léa par amour va se mettre en retrait pendant la campagne des Européennes. C'est beau, mais il faut quand même que la règle soit la même pour tout le monde. Si une journaliste ne peut plus faire d'interview à cause de son histoire d'amour avec un homme politique, ça doit s'appliquer aux autres journalistes et aux autres histoires d'amour. Voilà, par exemple, eux deux. Bon, c'est vrai que c'est moche de les séparer parce qu'ils ont l'air si amoureux, si complices. Mais Pascal, il faut choisir. Tu quittes l'antenne ou tu quittes Eric. C'est un des deux. Ah, merde. Oui, il faut que tu quittes aussi Marion. C'est vrai, il y a la grosse marade entre les deux. Et Bon, il faut qu'ils quittent aussi Marine, finalement. Mais ils ont un code visiblement gestuel. Mais vous voyez qu'à l'extrême droite, qu'est-ce qu'on se marre? Contrairement à la gauche, les pauvres, ils sont pauvres. Ah, qu'à l'extrême droite, on en a rien à foutre. On l'embrasse? On embrasse Pascal Praud. On l'embrasse. Pardon. Eh oui, moi je l'embrasse. Cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour une visite surprise dans le cadre d'une opération Place Nette contre le trafic de drogue. Oui. Un bon titre d'émission, bande organisée. Alors, attention, visite surprise, pas dire que Macron, il est arrivé en débarquant sur le point de deal derrière un dealer en faisant « Surprise !» avec les dealers. « Oh putain ! Il m'a fait peur, ce con !» Non. C'est pas ça, une visite surprise. Allez, alors la visite s'est bien passée. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de « Macron, enculé !» Il n'y en a pas eu un. Alors, si, il y a eu quand même un incident en amont. Avant de monter dans l'avion, il y avait Joël Guerriot, le barista du Sénat, le mixologue du Palais du Luxembourg, qui était là et qui a dit à Macron « Moi aussi, je veux venir à Marseille. » Alors, Macron lui a dit « Tu arrêtes maintenant, Joël ? On ne va pas là-bas pour acheter de la drogue. On va là-bas pour arrêter le trafic. » Il dit « Bon, est-ce que tu peux me ramener 1 kilo au moins ? » « Ouais, 500 grammes. Non, ça suffit. » Bon, il n'a rien ramené. Mardi, les agents de la fonction publique étaient en grève, les revalorisations salariales et l'amélioration des carrières étaient au cœur des revendications. Oui, alors, les fonctionnaires veulent être mieux payés, mais c'est assez logique. En fait, on a rarement vu des gens se mobiliser pour réclamer moins d'argent. De mémoire, je ne sais pas, Natacha, mais il n'y a jamais de manif entre République et Nation avec des moustachus de la CGT qui portent des banderoles. Moins de fric pour la fonction publique. On a trop de salaire, on ne sait plus quoi en faire. C'est très rare, c'est très rare. Alors, je rappelle, Léa, que les salaires de la fonction publique ont augmenté 2 fois moins que ceux du privé. Voilà, la fonction publique n'est plus une bonne planque. Sinon, Xavier Dupont de Ligonnès serait prof de physique-chimie dans un lycée au fond de l'Aveyron. Et il a une tête de prof de physique-chimie à faire des expériences avec de la chaux vive. C'est vrai qu'avec un prof pareil, je peux te dire que tu rends tes devoirs à l'heure. Alors, face à cette réalité économique, il est grand temps de démonter le cliché, bien sûr, du fonctionnaire grassement payé à ne rien faire. La vérité, c'est que les fonctionnaires sont très mal payés. À ne rien faire, mais très mal payés. Autre mobilisation, celle des agriculteurs, Philippe, qui perdure. Cette semaine, Gabriel Attal a reçu la FNSEA et les jeunes agriculteurs à Matignon. Cette réunion est déjà la 6e depuis le début de la crise. Les agriculteurs ont été reçus à Matignon. Et j'ai calculé, en cumulé, ils ont passé plus de temps à Matignon qu'Édith Cresson. Alors, ils étaient un peu agacés parce qu'à l'origine, ils devaient être reçus par Macron. Puis après, ils ont dit non, ce sera Attal. Bon, dans 15 jours, ils vont dire c'est Brigitte, en fait. Vous allez boire juste un thé avec Brigitte. Et dans 2 mois, en fait, ce sera Nemo, ce sera le Klebs sur le perron. Ils auront le droit de lui jeter une balle. Et ben, il la ramènera peut-être s'il a envie. Alors, la colère paysanne persiste parce qu'il n'y a pas eu assez de résultats concrets depuis 3 mois. Moi, je trouve quand même bien impatient pour des gens qui attendent quand même 37 ans pour avoir leur premier rapport. Mais bon, évidemment, on sait à quel point les agriculteurs souffrent.
On va se refaire engueuler. Alors, Non, encore, mais on va encore sérieusement, se on faire est sérieux engueuler. là. Non, les agriculteurs souffrent en France et en Europe. Et les fermiers, les petits producteurs, on sait que voilà, il y en a deux qui se font des couilles en or. C'est un couple gay, c'est Michel et Augustin. Et parce que ça marche très fort, Michel et Augustin. Alors à ne pas confondre avec Jackie et Michel, parce que c'est pas les mêmes yaourts. Attention, faites gaffe si vous vous faites un peu distrait, vous vous trompez en regardant dans le frigo. Regardez l'étiquette et regardez la date, parce que. Oh non. Ah, celui-là, il est pas. Allez, on termine avec l'hommage termine. national rendu à l'âme. Pardon. J'aimerais qu'il explique cette blague à Zoé maintenant. Alors. Ben, Michel et Augustin font des gâteaux, des cookies. Voilà, comme dans la loge. Voilà, c'était bien comme explication. Tu t'en sors très à bien. peu près. Allez, on termine avec l'hommage national rendu à l'amiral Oui. Philippe de Gaulle avant de donner la parole à Zoé. Qui nous a quittés, fauchés à 102 ans. 102 ans à peine. Alors, 102 ans, sans jamais mourir au combat. J'appelle ça plutôt un planqué. Mais bon, alors, l'hommage de Macron à Philippe de Gaulle, moi je l'ai vu, c'était magnifique. Alors, non mais en hommage, on en parlait avec Natacha, c'est le plus fort en hommage. Alors bon, bien sûr, les Français, ils peuvent dire oui, l'hôpital s'effondre, l'école dévisse, la dette s'enflamme, le pouvoir d'achat se casse la gueule, les prisons explosent et l'extrême droite va gagner les européennes. Oui, tout ça, d'accord. Mais en discours, on a le meilleur président. Moi, je vais vous dire, il est bon et il est beau même. Il devient très beau en discours. Je vous le fais. Il a fait Philippe de... La réverbe. 1, 2, je suis en alto, je suis en... Philippe de Gaulle avait une certaine idée de la France. Il a connu toutes les mers du monde et a choisi la Seine en dernier rivage. C'est beau. Moi, j'aurais été dans le public. Moi, dans le public, à la deuxième phrase, je gueulais « Donnez-lui le Goncourt, donnez-lui le Goncourt !» Moi, je suis incapable de faire un discours comme ça. J'aurais fait le discours, moi, j'aurais fait... Quand la guerre éclatit, Philippe de Gaulle, par tâte, rejoignait ses compagnons. Bon, voilà, c'est nul, voilà, ça marche pas du tout. Alors, Philippe de Gaulle, quand même, il est rentré en résistance à 18 ans. 18 ans. Non, mais, vous imaginez 18 ans? Je sais pas s'il y a des gens de... qui ont 18 ans ici, mais non, le courage, l'amour de la France à 18 ans, bon, enfin, parce que là, tu rentres dans la chambre d'un ado de 18 ans de maintenant, la mère elle rentre, elle dit « Mathéo, est-ce que tu veux rentrer dans la résistance ?» Mathéo il va dire « Non, là maman, je suis un peu sur YouPorn. » Laisse tomber. Philippe, vous revenez dans Oui, je reviens. 5 minutes, 5 Je reviens, minutes. à tout de suite. Vous allez nous parler de Michel Sardou. Vous parlez de Michel Sardou, à tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, ma chère Zoé, je vous remercie Bernard-Henri Lévy, Solitude d'Israël. Et merci à Caroline Receveur d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.